À 19h16, un pays vote, puis s'éteint brutalement. Ce qui semblait un scrutin ordinaire devient un laboratoire du silence. File d'attente visible l'après-midi, écran figé le soir, radio muette, images absentes et une stabilité proclamée qui contraste avec une opacité totale. Que reste-t-il de la voix citoyenne quand la visibilité disparaît ? Et pourquoi cette scène résonne-t-elle du Sahel d'Ibrahim Traoré jusqu'aux rives de l'océan Indien ? Un futur proche où l'interrupteur remplace le débat. Ce récit ne se contente pas de décrire une nuit de coupure, il propose une grille de lecture pour comprendre ce que signifie gouverner par l'interruption plutôt que par la persuasion. Vous gagnerez des repères clairs pour reconnaître les signaux faibles avant qu'ils n'explosent. L'enjeu dépasse largement un pays et une élection, car dès que l'infrastructure numérique devient un point de contrôle stratégique, l'espace public lui-même devient conditionnel. Ce qui est en jeu n'est ni la légalité formelle d'une mesure, ni la durée exacte d'un blackout, mais la capacité d'une société à rester visible quand le pouvoir choisit de ne plus convaincre. En suivant cette trajectoire, le texte montre comment le silence agit comme un accélérateur politique. Il suspend la contradiction, fragmente les récits et déplace le risque vers les individus ordinaires. Il identifie aussi pourquoi ces coupures, présentées comme temporaires, laissent des traces durables dans la confiance collective. Enfin, il éclaire un débat plus large, déjà présent dans plusieurs régions africaines, où la souveraineté ne se joue plus seulement dans les urnes ou les discours, mais dans le contrôle de ce qui peut encore être vu, partagé et prouvé. 33 coupures d'Internet recensées en une seule année sur le continent. Ce chiffre change immédiatement la lecture de la nuit tanzanienne. Il indique que l'effacement numérique n'est plus un dernier recours improvisé, mais une option déjà intégrée à la gestion des crises politiques. À partir de là, l'événement de 19h16 cesse d'être une anomalie technique pour devenir un épisode lisible d'un schéma plus large déjà observé ailleurs. Le contexte éclaire cette bascule. Avant la coupure, la journée électorale se déroule sous tension contenue. Les files d'attente traduisent moins une confiance sereine qu'un besoin d'être compté, vu, reconnu. Depuis l'indépendance, un même parti structure durablement la vie politique, transformant un idéal fondateur en routine institutionnelle. Les réformes annoncées ont nourri des attentes, puis laissé place à un resserrement progressif de l'espace médiatique et de l'opposition. La visibilité, imparfaite mais continue, restait pourtant le dernier filet. Lorsque les écrans se figent, la coupure ne crée pas la crise, elle révèle une fragilité déjà là. Dans les heures précédant 19h16, les rumeurs circulent, les forces de sécurité se repositionnent, et les messages officiels tardent à clarifier la situation. Le réseau fonctionne encore, mais l'équilibre est rompu. L'interruption agit alors comme un révélateur chimique. Elle rend visible ce qui était latent, à savoir une confiance érodée et une dépendance critique à l'infrastructure. Cette scène résonne au-delà de Dar es Salaam. Dans les débats régionaux, des analystes évoquent des trajectoires africaines où la souveraineté est redéfinie par le contrôle de l'information, du Sahel associé à Ibrahim Traoré jusqu'aux capitales de l'Afrique de l'Est. Il ne s'agit pas d'assimiler des contextes distincts, mais de poser une question commune. Qui décide de ce qui peut encore être vu lorsque la tension monte ? À ce stade, une première conclusion s'impose. Une démocratie peut absorber la contestation. Elle survit rarement à un mutisme organisé. 2 trajectoires ordinaires suffisent à mesurer ce que produit la disparition soudaine d'un pays des écrans. Acha, 23 ans, a voté à l'aube sous un parapluie usé. Son geste lui semblait compter tant qu'il restait visible. Quand les réseaux s'éteignent, cette évidence vacille. Les confirmations n'arrivent non plus. Les messages restent suspendus. Sa mère commence alors une recherche à travers une ville disloquée, passant d'hôpital en hôpital, plongée dans l'obscurité, sans liste ni annonce fiable. L'attente se transforme en méthode d'angoisse, organisée par l'absence d'information. À l'autre extrémité de la ville, Musa, jeune soldat affecté près du terminal des ferries, vit l'envers du même effacement. Il s'était engagé pour financer ses études, pas pour devenir gardien du silence. Cette nuit-là, ses ordres changent sans cesse. Avancer, reculer, tenir. Face à lui, des silhouettes qui ressemblent davantage à ses proches qu'à des adversaires.
Sans flux d'informations, la méfiance devient doctrine, et la doctrine sert de justification. Ces récits ne se croisent pas par hasard, ils montrent comment une coupure redistribue les rôles. Pour Acha, être vu devient une condition de sécurité. Pour Moussa, voir clairement devient presque impossible. Entre les deux, l'État ne parle plus. Il interrompt. Les responsabilités se déplacent vers les individus, sommés de décider sans repère, sans preuve, sans relais. L'impact précoce est net. La coupure n'interrompt pas seulement la communication, elle redistribue le risque. Quand la lumière tombe, la responsabilité change de camp. Avant 18h, la ville retient encore son souffle. Les bureaux de vote ferment, les rues restent animées, les radios commentent avec prudence. Les téléphones vibrent, beaucoup anticipent une soirée tendue mais maîtrisable. Puis viennent les premiers signaux faibles, la connexion ralentit, les messages mettent plus de temps à partir. Les écrans hésitent. Pris isolément, rien d'alarmant. Pris ensemble, ces indices dessinent déjà une rupture en approche. L'activation se fait par paliers. Des affrontements apparaissent en périphérie. Les forces de sécurité se redéploient par points discontinus. Un couvre-feu est évoqué sans être clairement annoncé. Les commerçants ferment par instinct plus que par consigne. Les radios s'interrompent au milieu d'une phrase. On parle d'abord de surcharge, puis d'incident local, puis d'un problème plus large. L'incertitude progresse plus vite que toute information officielle, et chacun apprend à lire les gestes plutôt que les annonces. Le climax arrive en quelques minutes. À 19h16, Internet s'éteint complètement. Les derniers messages visibles apparaissent, puis disparaissent aussitôt. Les plateformes cessent de répondre. Les flux d'images se figent. Le pays sort de l'écran mondial. Ce qui reste, ce sont des décisions prises hors champ, sans témoins externes. La nuit devient silencieuse, mais l'activité ne s'arrête pas. Les déplacements continuent. Les ordres circulent pas mal, parfois se contredisent. Les unités se déplacent sans coordination apparente, comme si l'autorité tentait de se recomposer en temps réel. Les répliques se déploient immédiatement. Les cafés se taisent, les portes se verrouillent, les marchés s'éteignent. Des camions militaires apparaissent par intermittence, sans narration pour les accompagner. Les hôpitaux reçoivent des blessés sans liste ni confirmation. Les familles cherchent des proches sans relais fiable. La ville devient un labyrinthe sans carte. Chaque action se fait sans trace partageable et chaque rumeur gagne du poids faute de contre-preuves. Dans cette séquence, la coupure ne supprime pas la violence. Elle la déplace hors visibilité. Elle retire simultanément la coordination, la preuve et la pluralité des récits. Les consignes se fragmentent. Les responsabilités se diluent. Le silence n'est pas un vide. Il agit comme une architecture qui organise l'opacité. Présentée comme temporaire, la mesure produit pourtant des effets durables sur les comportements, car elle introduit une nouvelle variable silencieuse, la possibilité que tout s'arrête sans avertissement. Ailleurs sur le continent, les comparaisons affluent. Des trajectoires différentes sont évoquées, parfois opposées, mais traversées par une même question de souveraineté informationnelle. Dans ces discussions, des figures symboliques sont citées, y compris Ibrahim Traoré, non pour assimiler des contextes distincts, mais pour souligner un débat commun. Contrôler le récit ou contrôler l'infrastructure qui permet au récit d'exister. La séquence tanzanienne montre que la seconde option agit sans discours, avec une efficacité immédiate. À l'aube, les traces restent visibles, vitres brisées, affiches détrempées, routes commerciales bloquées. Le scrutin n'est pas annulé, mais son battement est affaibli. La démocratie n'a pas disparu, elle est sortie de l'écran. Avant la coupure, Internet fonctionnait comme un espace public imparfait mais continu. Après la coupure, il devient un levier de contrôle immédiat. Ce passage du flux à l'interrupteur se lit dans 3 repères sobres, suffisants pour mesurer l'ampleur du basculement sans multiplier les chiffres. D'abord, un premier repère s'impose, à savoir 33 coupures d'Internet recensées en une seule année sur le continent. Ce volume signale une normalisation progressive de l'interruption comme outil politique. Pris isolément, le nombre pourrait sembler technique. Inscrit dans le temps long, il indique un glissement stratégique. L'effacement numérique n'apparaît plus comme l'exception d'une crise extrême, mais comme une option intégrée à l'arsenal de gestion des tensions.
La nuit tanzanienne cesse alors d'être une anomalie. Elle devient un maillon visible d'une chaîne déjà constituée. Cette lecture change la causalité perçue. Il ne s'agit pas d'une panne qui dérape, mais d'une méthode qui circule. Ensuite, un deuxième repère apparaît, à savoir 24 millions de dollars de pertes économiques estimées à court terme. Cette estimation prudente ne couvre pas l'économie informelle, pourtant majoritaire et difficilement mesurable. Elle correspond néanmoins à des marchandises bloquées, des produits périssables perdus, des transports interrompus et des marchés fermés sans préavis. Surtout, elle ne dit rien de la confiance. Or, la confiance met toujours plus de temps à revenir que les flux financiers. Les comptes se réparent, les réflexes de prudence persistent. Dans les jours suivants, de nombreux acteurs intègrent une variable silencieuse à leur décision. La possibilité que tout s'arrête sans avertissement, à nouveau. Enfin, un troisième repère complète l'ensemble, à savoir 70% de la population africaine à moins de 30 ans. Cette démographie rend chaque coupure plus explosive que stabilisatrice à moyen terme. Pour cette génération, le réseau n'est pas un simple confort, mais un prolongement social et civique. Être connecté équivaut à être reconnu. Pouvoir montrer, c'est pouvoir prouver. Couper l'Internet revient alors à suspendre une forme d'existence publique. Le décalage générationnel explique pourquoi les interruptions produisent souvent l'effet inverse de celui affiché. Elles calment l'image, mais accumulent la défiance. Le silence apaise à court terme. Il irrite durablement. Pris ensemble, ces trois repères décrivent un même mécanisme. La coupure retire simultanément la visibilité, la coordination et la preuve. Sans image, les événements ne disparaissent non pas. Ils deviennent invérifiables. Sans message, les consignes se fragmentent et se contredisent. Sans trace, les responsabilités se diluent. La répétition des justifications officielles, souvent formulées comme des mesures temporaires de sécurité, renforce cette lecture. Le vocabulaire se standardise au même rythme que la pratique. Les chiffres ne prétendent pas tout expliquer. Ils font mieux. Ils bornent le réel. Ils empêchent d'un dos de réduire la nuit à un incident technique ou à un excès ponctuel. Ils montrent une efficacité à court terme, un coût à moyen terme et une corrosion à long terme. La question qui demeure n'est donc pas statistique, elle est politique. Combien de fois un État peut-il appuyer sur l'interrupteur avant que le silence ne devienne sa seule preuve d'autorité ? Deux lectures dominantes s'opposent lorsqu'il s'agit d'évaluer l'interruption d'Internet pendant une crise électorale. La première, portée par des autorités et des responsables sécuritaires, affirme que la coupure prévient l'escalade. Selon cette logique, les plateformes numériques amplifient les rumeurs, accélèrent les mouvements de foule et rendent le maintien de l'ordre plus imprévisible. Interrompre le réseau serait alors une mesure préventive, comparable à un couvre-feu informationnel destiné à gagner du temps et à protéger des vies en réduisant la circulation de contenus inflammatoires. Un second argument, plus technocratique, invoque la souveraineté de l'État sur ses infrastructures. Internet n'y est pas présenté comme un droit absolu, mais comme un service conditionné à la stabilité. En période de tension extrême, suspendre ce service relèverait d'un arbitrage pragmatique entre liberté et sécurité. La visibilité immédiate serait sacrifiée au profit d'un retour ultérieur à l'ordre, au prix assumé d'une opacité transitoire. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Le numérique peut effectivement accélérer des dynamiques incontrôlées, les fausses informations circulent plus vite que les démentis, et des images sorties de leur contexte peuvent enflammer des situations déjà fragiles. Reconnaître ces risques évite toute idéalisation naïve de l'espace en ligne. Pourtant, la séquence observée révèle une faille centrale dans ce raisonnement. Le silence n'a pas supprimé la violence, il l'a déplacée hors champ. Les affrontements n'ont pas cessé lorsque les réseaux se sont éteints, ils sont devenus impossibles à documenter. Les ordres contradictoires reçus par les forces de sécurité, les hôpitaux débordés opérant sans coordination, et les familles cherchant des proches sans liste ni confirmation montrent que l'absence d'information a ajouté de la confusion là où l'argument sécuritaire promettait de la clarté. Quant à la souveraineté technique, elle se heurte à une réalité sociale décisive. Couper la visibilité, c'est aussi couper les mécanismes de responsabilité.
Sans témoin, sans preuve et sans contre-récit, la confiance s'érode plus vite que l'ordre ne se rétablit. Une action réellement protectrice réduit la peur. Or, dans cette nuit, la peur s'est étendue précisément au moment où l'information a disparu. La conclusion est nette, le silence contrôle l'image, pas la crise. Le silence n'apaise pas, il filtre. Ce qui bascule au cœur du récit n'est pas la durée de l'interruption, mais sa fonction réelle. La nuit tanzanienne montre que la coupure ne sert pas seulement à calmer une situation tendue, elle redessine le terrain politique. En retirant la visibilité, l'autorité ne suspend pas le débat, elle le remplace par une asymétrie totale. D'un côté, un pouvoir qui continue de voir et de décider. De l'autre, une société rendue aveugle. Ce déplacement change la nature même de l'exercice du pouvoir. L'interruption cesse d'être un outil de gestion de crise pour devenir un mécanisme de sélection. Ce qui peut encore exister publiquement est ce qui circule sans réseau. Le reste ne disparaît pas, il s'enfuit. Les événements continuent, les décisions aussi, mais ils ne laissent plus de traces partageables. La politique ne se tait pas, elle opère hors champ. C'est ici que les comparaisons régionales prennent sens. Dans plusieurs analyses africaines, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme point de référence symbolique d'un débat plus large sur la souveraineté informationnelle. Il ne s'agit pas d'assimiler des contextes distincts, mais d'interroger une tendance commune, contrôler le récit ou contrôler l'infrastructure qui rend le récit possible. À ce point précis, une évidence s'impose. Si la visibilité protège, la coupure fracture. Les effets de la nuit tanzanienne ne se répartissent pas uniformément. Ils touchent 4 groupes distincts, chacun révélant une facette différente du coût réel d'une coupure imposée. Pour les citoyens ordinaires, la disparition du réseau transforme l'espace familier en territoire opaque. Les familles ne peuvent donc plus vérifier si leurs proches sont en sécurité. Les déplacements deviennent des paris calculés, sans information fiable. Dans les hôpitaux, des patients arrivent, sans identité numérique, sans possibilité de prévenir, sans liste centralisée. L'absence de réseau ne suspend pas la vie quotidienne, elle la rend imprévisible. La peur ne naît pas d'une annonce officielle mais de l'impossibilité de savoir. Être visible devient une condition de protection et ne plus l'être, une vulnérabilité immédiate. Pour l'économie et le commerce, l'impact est rapide et désorganisateur. Les marchés ferment sans coordination. Les produits périssables se détériorent faute de débouchés. Les pêcheurs voient pas hésite leur prise perdre toute valeur sans circuit d'en main de vente actif. Les transporteurs restent bloqués, incapables de confirmer itinéraires et délais. Les pertes estimées donnent une idée de l'ampleur, mais elles ignorent l'économie informelle, pourtant dominante. Plus durable encore est l'effet sur la confiance. Après la coupure, chaque acteur intègre le risque d'un arrêt soudain. Cette anticipation silencieuse freine l'initiative bien au-delà de la nuit elle-même. Pour les institutions, la coupure révèle une centralisation extrême de l'information. Les canaux officiels restent actifs, diffusant un message uniforme présenté comme rassurant, tandis que les publications d'opposition disparaissent et que les observateurs indépendants perdent tout accès. Cette asymétrie donne l'illusion d'un contrôle renforcé, mais elle expose aussi des failles internes. Les ordres contradictoires, les déploiements incohérents et la surcharge des services d'urgence montrent un appareil qui se raidit plus qu'il ne se stabilise. Le silence protège l'image, pas nécessairement la capacité d'action. À l'échelle régionale, la nuit agit comme un signal. Dans plusieurs capitales africaines, le débat s'intensifie. Une coupure relève-t-elle d'une exception défensive ou d'un précédent stratégique ? Les comparaisons émergent avec d'autres épisodes récents et la souveraineté numérique devient un enjeu central. Le nom d'Ibrahim Traoré circule dans ces discussions comme référence symbolique, non pour assimiler des contextes différents, mais pour illustrer une interrogation partagée. Contrôler l'infrastructure suffit-il à redéfinir la légitimité politique ? Pour une jeunesse connectée à l'échelle du continent, la réponse reste loin d'être évidente. Ces 4 niveaux racontent la même histoire sous des angles distincts. Un pays peut disparaître brièvement des écrans, mais les conséquences s'inscrivent dans la durée. Le silence n'efface pas les tensions,
il les redistribue, et lorsqu'il se retire, il laisse derrière lui une société qui se souvient d'avoir été rendue invisible. À moyen terme, la nuit où le réseau s'est éteint ouvre 3 trajectoires plausibles, elles ne prédisent rien. Elles décrivent des directions conditionnelles dépendantes de choix politiques et d'acceptation sociale. Dans un premier scénario, le plus probable, à savoir stabilisation fragile, mémoire active. Si les services sont rétablis progressivement sans reconnaissance pleine de la portée de la coupure, la vie quotidienne reprend avec prudence. Les marchés rouvrent, les transports se normalisent, les institutions communiquent davantage. Pourtant, la mémoire du silence persiste. Les citoyens intègrent l'idée qu'une interruption peut survenir sans préavis. Les comportements s'ajustent, sauvegarde systématique, exposition réduite, dépendance limitée au réseau, l'ordre est maintenu, mais il repose sur une vigilance diffuse plutôt que sur la confiance. La stabilité existe, mais elle demeure conditionnelle. Dans un scénario plus optimiste, à savoir ouverture contrôlée, respiration civique. Si la coupure est interprétée comme un signal d'alerte plutôt que comme un succès tactique, des ajustements deviennent possibles. Des consultations publiques s'ouvrent, les restrictions médiatiques s'assouplissent partiellement. Des mécanismes de transparence sont annoncés pour documenter toute interruption future. Dans ce cadre, la jeunesse connectée redevient une force de proposition. L'État conserve l'initiative, mais accepte de partager la visibilité. La nuit du blackout n'est pas effacée. Elle devient un point de départ pour une normalisation plus robuste, fondée sur des règles explicites. Dans un scénario plus sombre, à savoir normalisation du silence. Si l'interruption est perçue comme efficace et peu coûteuse politiquement, elle s'installe comme précédent. Les périodes électorales suivantes s'accompagnent de restrictions préventives. Les coupures deviennent plus fréquentes, plus ciblées, parfois justifiées par des arguments techniques. Les organisations civiles rencontrent des obstacles administratifs croissants. Les voix dissidentes se déplacent vers des réseaux parallèles, moins visibles et plus fragmentés. Dans cette trajectoire, le silence cesse d'être l'exception. Il devient une méthode. Ces scénarios partagent un point commun, ils dépendent moins des discours que des seuils d'acceptation. Si l'interruption est tolérée comme un coût inévitable, elle se répète. Si elle est identifiée comme une atteinte civique mesurable, elle recule. La recommandation de fond n'est pas normative, mais analytique. Observer ce que l'État documente, ce que la société tolère et ce qui reste sans trace. Là se joue l'avenir, non dans les annonces, mais dans la gestion de la visibilité. Ce que révèle une nuit de blackout ne se limite pas aux décisions d'État. Cela touche des trajectoires ordinaires, souvent absentes des communiqués officiels. 3 groupes permettent de comprendre comment le silence politique se transforme en expérience vécue. Pour les jeunes connectés, la coupure agit comme une rupture identitaire. Leur quotidien repose sur la circulation continue de messages, d'images et de preuves. Lorsque le réseau disparaît, ce n'est pas seulement un outil qui s'éteint, mais un espace d'existence sociale. Beaucoup découvrent alors que la liberté peut se mesurer à la capacité d'envoyer un signal. Même bref, une première réponse concrète consiste à diversifier les canaux de communication et à préserver des archives locales afin de réduire la dépendance à un seul vecteur de visibilité. Pour les travailleurs du quotidien, l'impact est plus matériel mais tout aussi profond. Vendeurs de marché, chauffeurs, pêcheurs ou enseignants voient leur routine se briser sans explication. Les trajets deviennent incertains, les transactions impossibles à confirmer, les revenus suspendus. Le silence n'est pas idéologique, il est économique. Anticiper des solutions hors ligne, fondées sur des relais locaux et des accords de proximité, devient un moyen minimal de continuité en situation dégradée. Pour celles et ceux qui soignent, protègent ou accompagnent, la coupure révèle une surcharge invisible. Médecins, infirmières, volontaires et conducteurs de nuit doivent compenser l'absence d'information par des décisions improvisées. Sans coordination, chaque geste coûte plus d'énergie, chaque erreur pèse davantage. Renforcer des protocoles de communication de crise indépendants du réseau général apparaît alors comme une nécessité opérationnelle. Ces expériences convergent vers une même leçon. Le silence
ne frappe pas abstraitement, il fragilise personne par personne, métier par métier. Comprendre cette dimension humaine permet de dépasser le débat théorique et de mesurer ce que signifie réellement vivre dans un espace où la visibilité peut être retirée à tout moment. Sortir durablement d'une nuit où un pays a disparu du réseau ne dépend ni d'un discours rassurant, ni d'un simple retour à la normale. Cela exige une série d'actions coordonnées, pensées pour restaurer la visibilité comme principe civique minimal. D'abord, une première étape, à savoir rétablir la traçabilité institutionnelle. Les commissions électorales, autorités judiciaires et organes de contrôle doivent documenter publiquement chaque interruption, qu'elle soit technique ou administrative. Cette documentation intervient dès la réactivation complète des services et précise le qui, le quand et le pourquoi. L'indicateur décisif n'est pas la rapidité du retour, mais la qualité des traces laissées. Sans chronologie vérifiable, aucune responsabilité ne peut être évaluée. Puis, une deuxième étape, à savoir reconstruire la continuité du récit public. Rédaction locale, organisation civile et collectifs citoyens consolident témoignages, images hors ligne et chronologie croisée dans les jours suivant la coupure. L'objectif n'est pas la confrontation immédiate, mais la restitution d'un horizon commun. Là où le blackout a fragmenté les récits, cette consolidation réintroduit une mémoire partagée. Ensuite, une troisième étape, à savoir créer des filets de communication de secours. Communautés techniques, universités et ingénieurs développent des relais indépendants du réseau général capables de maintenir un minimum de signal en situation critique. Ces dispositifs se préparent en amont et se mesurent à leur capacité à fonctionner sans dépendre d'un interrupteur unique. Enfin, une quatrième étape, à savoir fixer un seuil collectif régional. À l'échelle africaine, des débats émergent sur une souveraineté numérique encadrée. Dans ces échanges, des figures souvent citées comme Ibrahim Traoré servent de repères symboliques, non comme modèle à imiter, mais pour baliser un débat plus large. L'enjeu est d'aboutir sur 6 à 12 mois à une charte reconnaissant toute coupure comme une atteinte civique mesurable. Ces étapes n'éliminent pas le risque. Elles offrent mieux des repères pour que le silence ne puisse plus s'installer sans laisser de preuves. Au matin suivant, l'image d'Acha avançant sous son vieux parapluie s'impose comme un fil discret. Ce n'était plus un symbole politique, mais un geste obstiné. Continuer à marcher quand personne ne regarde. Sa mère, passant de couloir en couloir la nuit précédente, cherchait un visage plutôt qu'un nom. Cette quête résume ce que le blackout a réellement produit. Une société contrainte de se reconnaître sans miroir. Les souvenirs de Moussa résonnent de la même manière. Ces ordres contradictoires, reçus dans l'obscurité, ont tracé une frontière fragile entre devoir et doute. Quand la visibilité se retire, cette frontière devient floue et chacun doit décider seul de ce qu'il croit encore. Ce sont ces décisions silencieuses, prises hors caméra, qui laissent les traces les plus durables. Dans les discussions régionales, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme point de comparaison, non pour juger des trajectoires distinctes, mais pour rappeler une question persistante. Qu'est-ce qu'un État protège réellement lorsqu'il contrôle le silence ? La nuit tanzanienne n'a pas effacé la démocratie, elle a montré ce qui arrive quand la visibilité devient conditionnelle, la ville a repris son rythme, les marchés ont rouvert, les voix sont revenues. Pourtant, quelque chose demeure suspendu. La mémoire d'avoir été rendue invisible ne s'efface pas facilement. Elle s'inscrit dans les gestes, les précautions, les regards échangés. La mémoire survit toujours au blackout. Cette histoire ne s'arrête pas aux frontières d'un pays ni à la durée d'une nuit. Elle concerne toute société qui s'interroge sur le seuil où la stabilité cesse d'être une promesse pour devenir une pause imposée. Lorsque les réseaux s'éteignent, ce ne sont pas seulement des flux qui disparaissent, mais les liens par lesquels une population se reconnaît, se rassure et se contredit. Regarder ces épisodes avec attention, c'est apprendre à lire autrement les moments de calme soudain, à se demander ce qu'ils cachent, ce qu'ils déplacent et ce qu'ils rendent impossible à vérifier. C'est aussi observer les débats régionaux où des figures souvent citées, comme Ibrahim Traoré, servant de point de référence pour penser la souveraineté, la visibilité et leurs limites, sans réduire des contextes différents à un seul modèle,
Si ce récit vous interpelle, partagez-le pour qu'il continue de circuler là où le silence progresse. S'il soulève des questions, formulez-les. Parfois, une interrogation suffit à rouvrir un espace commun. Et si vous pensez que la visibilité relève d'un droit plutôt que d'un luxe, prenez un instant pour réfléchir à ce que signifie protéger une voix quand l'interrupteur existe. La lumière ne revient jamais par hasard, elle revient parce que quelqu'un la réclame.